Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous rejoignez pour cette interview face au président Bandakani. Je suis en compagnie de mon co-modérateur Jules Constant Boyamuso, à qui j'adresse un bonsoir. Bonsoir, Madame Djengere. C'est un plaisir renouvelé de nous retrouver face au président Bandakani, cette fois pour parler des élections présidentielles américaines et leurs enjeux sur le Cameroun. Président Bandakani, nous vous adressons ainsi un bonsoir chaleureux. Bonsoir, Président. Bonsoir, Madame Charlotte Djengele. Comment allez-vous, Président? Ça va? Pas trop vous inquiéter pour moi, ça va. Dieu veille. Avez-vous un sujet d'actualité, sujet d'accueil? Mon sujet d'accueil, c'est la situation au nord du Cameroun, à l'extrême nord. Les informations météorologiques disent que ça peut perdurer, même aller à s'aggravant jusqu'au mois de septembre, octobre. Donc nous devons être sur le qui-vive, en priant le vrai Dieu de nous aider afin d'éviter davantage de morts et obtenir la clémence de la nature, afin qu'on puisse déjà gérer ce qui est là, en souhaitant qu'il n'y ait plus une continuité de cette tragédie. Donc nous sommes très préoccupés par ce qui se passe à l'extrême nord de notre pays, et nous continuons à suivre la situation de très près. Nous allons le rappeler pour le plaisir de ceux qui nous écoutent. Le thème de cette interview porte sur l'élection présidentielle américaine et son enjeu sur le Cameroun. Président Bandakani, les élections présidentielles aux États-Unis sont prévues le 5 novembre 2024, dans environ 2 mois. Et si les États-Unis nous intéressent, c'est certainement parce qu'ils font partie des superpuissances. Et il faut qu'on le dise, le système électoral des États-Unis qui autorise les votes par correspondance a la particularité de faire recours aux grands électeurs qui, eux, ont la compétence exclusive d'élire le président et le vice-président des États-Unis. La simple évocation de ce thème, grands électeurs, renseigne sur le fait que tous les électeurs américains n'ont pas la même valeur électorale. Le point qui nous amène à nous arrêter un instant, étant donné que les États-Unis se réclament comme un pays démocratique. Donc, nous vous adressons cette question, Président Bandakani. Le principe d'uniformisation démocratique occidentale qui se traduirait par l'égalité de tous les voix, la ferveur déclaration qu'ils ont l'habitude d'utiliser, one man, one vote, n'est donc pas valable pour les élections présidentielles aux États-Unis. Comment comprendre cette curiosité prétendument démocratique si propre au système électoral des États-Unis? Votre question nous renvoie à la structure du système électoral américain, les conditions qui ont prévalu à son avènement, et c'est-à-dire, en toute conséquence, l'histoire des États-Unis. Ce serait très long de se plonger dans un voyage historique pour aller revisiter les fondements historiques du système politique américain et de sa nature démocratique. Mais puisque vous mettez la question sur la table, one man, one vote, ne signifie pas l'égalité au niveau de la valeur de ce vote-là. Que tout le monde vote aux États-Unis, c'est un fait. Ce n'est pas à ce niveau qu'il y a problème. Mais il y a un problème au niveau de l'égalité de vote. L'égalité des voix. Effectivement, aux États-Unis, il y a une discrimination historique et structurelle qui fait qu'il y a des petits électeurs et des grands électeurs.
Donc, à partir de là, il y a un problème fondamentalement démocratique. Ce n'est pas simplement une technique qui aurait été rendue nécessaire par une complexité supposée du système politique américain, ou bien les nécessités liées à l'histoire ou à la configuration des forces sociales ou de la composition ethno-raciale du pays. Non. C'est que, fondamentalement, l'électeur américain, quand il va au vote, il ne va pas voter pour le nom d'un candidat, contrairement à ce que les gens croient. Il s'en va voter pour constituer un collège électoral, qui lui va voter le président ou le vice-président. En fait, c'est cela qu'il s'agit. Ce qui passe donc par la désignation de grands électeurs, qui, de manière systématique, montre qu'il y a au moins 2 paliers au niveau du système américain qui se chevauchent tout en hiérarchisant les électeurs. Le palier populaire, où on va voter dans le cadre de son État pour désigner les congressistes, que ce soit la Chambre des représentants ou le Sénat, au sein des États. Et, j'allais dire comme ça, on va appeler ça le vote fédéral, parlons comme ça, où le suffrage devient indirect. Et les grands électeurs, une fois qu'ils sont désignés, ce sont eux qui vont voter le président. Ce sont eux qui vont voter le président. Un mécanisme de répartition de grands électeurs par État, avoir au minimum 3 par État. Même là, il y a toujours des inégalités parce que quand on dit au minimum 3 par État, ça ne veut pas dire que tous les États ont dit au minimum. Ouais, ça veut dire qu'il y a des États qui n'ont pas seulement 3 grands électeurs. Au contraire. Au contraire, il y a des États qui se retrouvent avec plus d'électeurs que d'autres. En priorité, c'est par rapport au nombre de la population. Donc, le nombre de la population, mais même par rapport à ce critère qui paraît objectif, le problème n'est pas réglé. Parce que si on vous prenez par exemple un État comme le Nebraska, vous le comparez à un État comme le Wyoming, vous allez voir très bien comment le système électoral américain n'est pas seulement complexe, mais il est très inégalitaire. Très, très, très inégalitaire, non seulement entre les États, au niveau de la désignation des grands électeurs, même au niveau même au niveau général de la valeur du vote au niveau individuel. Donc, c'est un système qui est fondamentalement inégalitaire. Inégalitaire. Pour être plus concret, on va donner 2 cas pour que les gens comprennent. Vous pouvez gagner les élections au niveau du vote populaire. Vous allez le perdre au niveau des grands électeurs. Al Gore, on a vu ça avec Al Gore. Al Gore contre Bush. Al Gore avec des voix largement supérieures à George Bush. Mais les grands électeurs ont fait l'affaire à la fin. Al Gore a perdu les élections. Il y a même eu ça au niveau d'Hillary Clinton, de Donald Trump, la première élection qui avait opposé Donald Trump à Hillary Clinton. Hillary Clinton avait gagné l'élection au niveau populaire, hein. Mais au niveau des grands électeurs, elle a perdu. Alors que je croyais qu'il devait y avoir un différentiel au niveau des électeurs, des élections populaires de près de 3 millions de voix. Donc, ce sont les curiosités d'un système démocratique qui se dit démocratique, mais qui en même temps hiérarchise les électeurs. On ne sait pas fondamentalement sur quelle base ça se fait. Et hiérarchise même les États au niveau sous le couvert d'une représentation liée aux critères du nombre de populations. Mais en réalité, quand vous allez voir, même à ce niveau, comme je vous ai dit, les États ne se valent pas aux États-Unis. J'ai pris le cas du Nebraska, par exemple, et du Wyoming, mais ce ne sont pas les seuls cas. Nous ne sommes pas des experts du système, mais ce sont des éléments incontestables. Donc, déjà à ce niveau même, au niveau de sa structure, ce n'est pas une élection démocratique au sens du suffrage universel
qui consacrerait l'égalité des électeurs. C'est-à-dire, ma voix vaut la voix d'un autre votant. À ce niveau, déjà, à ce niveau-là, il n'y a pas, c'est pas le cas. Mais son caractère antidémocratique est encore plus affirmé lorsque on analyse le point de vue des forces socio-économiques et de la réalité de la réalité socio-technique des élections aux États-Unis. C'est un système électoral où l'argent domine. Ça, c'est très fondamental aux États-Unis. C'est l'argent qui domine, ce sont les lobbies organisés qui dominent, et ces lobbies ont réussi à légaliser la corruption de tout le système politique américain. C'est-à-dire, le système politique américain est un système légalement corrompu. Et ça, c'est la double corruption. Première corruption, c'est au niveau de la structure, je viens de l'expliquer, le système électoral dans son ensemble. Au niveau de la valeur des votes, nous allons démontrer ça. Le deuxième niveau de corruption, c'est, je vous ai dit, au niveau de l'omnipotence de l'argent, l'omnipuissance de l'argent, le règne de l'argent. L'argent commande le vote aux États-Unis. L'argent commande le vote à tous les niveaux. Hein. L'argent commande le vote aux États-Unis. Les lobbies dirigent le vote. Les lobbies contrôlent le Congrès américain au niveau du Sénat, la Chambre des représentants. Un lobby comme AIPAC, l'AIPAC c'est le lobby pro-israélien, c'est l'exemple que je prends. Vous ne pouvez pas diriger les États-Unis si vous n'êtes pas en phase avec l'AIPAC. Malgré les évolutions des structures représentatives des Juifs aux États-Unis, qui ne manifestent plus une unité dans leur structure, l'AIPAC reste très puissant. Comment vous faites pour être président des États-Unis si vous n'avez pas réglé votre démarche avec les intérêts juifs représentés par l'AIPAC, les intérêts israéliens? Voilà un exemple. Mais tout ça est légalisé, hein. C'est légal, ça pose aucun problème. Mais pourtant, c'est de la corruption. C'est de la corruption en plein jour. En plein jour. C'est un exemple parmi tant d'autres. Les groupes, les lobbies représentant les complexes militaires industriels, les complexes pharmaceutiques, des groupes industriels, etc. Tous ces lobbies-là opèrent ouvertement dans la sélection des candidats et dans la promotion des candidats. Ça fait que depuis les deux chambres, en passant par le Congrès qui réunit les deux chambres, à la présidence des États-Unis, en passant par l'élection des gouverneurs des États, et même des congrès des États fédérés, c'est un système ouvertement corrompu. À cette différence que c'est normalisé, c'est banalisé, c'est-à-dire c'est légal. Donc, à partir de là, je ne veux pas finir sans convoquer le cas du président américain. En fait, comment pour être élu président des États-Unis si vous n'êtes pas porté par les milliardaires? Vous faites comment? Il faut être à mesure de mobiliser des milliards dans le cadre des comités de donation. Je crois qu'aux États-Unis, ce sont les comités d'action civique, qui lèvent les fonds. Et généralement, ce sont les milliardaires qui sont en première ligne pour financer la campagne du président. Sauf à croire qu'aux États-Unis, les classes sociales n'existeraient plus, pour ne parler que de classe. On voit bien que c'est le règne de l'argent. Donc, c'est un système fondamentalement inégalitaire, corrompu, antidémocratique, dans sa structure systémique et dans le rapport de ce système à l'argent. Donc, de ce point de vue, une analyse sérieuse
qui ne se contenterait pas du formalisme institutionnel et de tout le corpus, ou bien l'écosystème théorique qui a pour principal rôle de justifier l'injustifiable en enfermant les gens dans une sophistique institutionnelle pour justifier ceci. Comme ça, il y aurait les fédéralistes, etc. Et il y aura des gens qui sont fidèles, par exemple, au plan de Virginie, plan historique Virginie, à la naissance des États-Unis, n'est-ce pas, avec cette fameuse convention de Philadelphie, etc. Donc, toute cette sophistication qu'on va essayer de justifier, si vous lisez Tocqueville, qui va vanter la démocratie américaine, etc. Mais en passant, en mettant sous le tapis ces réalités que je suis en train de vous décrire. Un système institutionnel ne tombe pas du ciel. Un système institutionnel s'enracine dans l'économie d'un pays et dans sa structure anthropologique. Alors, il faut regarder dans quelle mesure les prétentions démocratiques du système politico-électoral américain sont conformes, à l'anthropologie des États-Unis, dans sa prétendue diversité raciale, etc., et l'économie du pays. C'est à ce niveau qu'il faut regarder pour voir exactement quelle est la nature véritablement démocratique du système des États-Unis. Sauf à faire croire qu'un système fondamentalement oligarchique, et les États-Unis sont l'exemple même de l'oligarchie élevée au niveau suprême, à savoir le contrôle du pays par un concentré de milliardaires, un concentré de forces économiques qui contrôle l'argent, qui contrôle l'économie. La question est de savoir si la concentration des revenus et la concentration économique est compatible avec un véritable idéal démocratique. C'est la question de fond. La question de fond. Et aujourd'hui, tout démontre que ce n'est pas possible. Je vais convoquer ici pour rappel l'assassinat des dirigeants américains. Les gens pensent qu'aux États-Unis, seul Kennedy a été assassiné. Non. Vous avez au moins 4 présidents américains assassinés. Par les mêmes assassins organisés, en puissance secrète, qui contrôlent l'État, qui contrôlent le fonctionnement de la vie politique, de manière à ce que la politique des États-Unis ne s'émancipe pas des forces socio-économiques qui règnent sur le pays. Et tous les présidents l'ont dit, Jefferson l'a dit, Kennedy l'a dit. Bon, Eisenhower n'a pas été assassiné, mais il a dit lui-même que le pays est sous le contrôle d'un État secret, dans l'État, qui dément toutes les prétentions démocratiques des États-Unis. Donc, ce sont des éléments qu'on ne peut pas évacuer comme ça, sous le prétexte qu'on va se contenter de tout le délit théorique qui tente à cacher ces réalités sur les nuances, les belles nuances du système américain qui serait démocratique, parce que croisant les fédérés avec l'État fédéral, dans un système qui laisse beaucoup de marge, de moyens aux États fédérés par rapport à l'État fédéral, etc. Alors, du coup, les nuances, les belles nuances de la dialectique institutionnelle, vont remplir les livres, vont remplir les développements dans des universités, etc., pour vanter la démocratie américaine. Et ces élans institutionnels qui se manifesteraient par la limitation des mandats, deux fois vous fichez le camp, par une constitution qui a consacré un ensemble d'amendements qui célébraient la liberté d'expression, etc. C'est pas que ce soit le pays de la liberté où personne n'est menacé dans la libre expression de ses opinions, etc., etc. Mais tout ça est contredit, par la situation des Noirs. On ne comprend pas qu'un pays de plus près de 4 siècles n'arrive pas à régler un problème racial et à figer les Noirs dans une situation
d'esclaves permanents, d'esclaves éternels, derniers du pays. On croit régler ça en faisant émerger quelques têtes de noirs. Et maintenant, il y a une tête qui a émergé, il est devenu président. Mais c'est la pire catastrophe. C'est une catastrophe pour l'histoire de l'humanité, M. Obama. Mais tout ça pour montrer une fois le plus. On n'arrive pas à régler un problème racial. À quoi ça sert à un noir d'être libre de s'exprimer si ça ne change rien à sa situation de classe, situation sociale, et qui lui est transmise de père en fils. Voilà. Tout ça sert à quoi dans une démocratie qui est carcérale? Pour le problème de la prison, est choquant à tout point de vue. Des sommes, c'est-à-dire, ça rend fou. Des milliards sont investis pour sophistiquer la sécurité des prisons. Et ça contraste avec les capacités à s'occuper des prisonniers et à les transformer. Je ne parle pas de la mafia qu'il y a derrière, où, sous couvert de prison de production, en réalité, il est question de saper l'équilibre des facteurs de production en se cachant derrière la prison pour mettre sur le marché une main-d'œuvre très très moins chère qui est récupérée par certains secteurs de l'économie américaine. Tout ça, c'est un trafic honteux. C'est un trafic honteux. Donc, je ne finirai pas mon propos sans convoquer ici le divorce radical, violent, entre la proclamation d'une démocratie qui serait démocratie en interne, mais qui en externe consacre le règne de la criminalité d'État au niveau le plus élevé, de l'impérialisme au niveau le plus élevé. La question de savoir comment on peut justifier théoriquement, moralement, sur le plan éthique, le fait qu'on ait une démocratie à l'intérieur et à l'extérieur, on a le pire État criminel qui ait pu exister. Donc, c'est fort de tout ça que nous ne sommes pas seulement là pour dire que l'Amérique c'est pas simplement son système électoral qui pose le problème dans la nature démocratique des États-Unis à travers l'inégalité qu'il y a entre les électeurs et les votants. Non, c'est les États-Unis en tant que nation. Quand vous le projetez sur la scène internationale, dans ses rapports avec les autres États, dans ses rapports avec la morale, l'éthique, les principes qui sont célébrés dans sa constitution, les principes qui ont été à la base de sa fondation sont suffits au récit officiel de la naissance du pays, etc. Ben, on se demande de quoi est-ce qu'on parle. Mais d'ailleurs, comment peut-on rapporter le génocide originel qui a fondé cette nation, le génocide des Amérindiens, comment on rapporte ça à l'avènement du système institutionnel américain? Comment on rapporte ça? Est-ce qu'un État qui est né dans un génocide peut devenir une véritable démocratie? Comment on raconte ça? Comment est-ce qu'on peut, on peut rapporter? On peut aussi convoquer aussi, non seulement l'impact de ce génocide-là dans la constitution fondamentale des États-Unis, que ce soit l'esprit et la lettre de ces institutions, banaliser un génocide qui fonde une nation peut trahir la mentalité collective de ce pays-là, l'esprit caché de ces institutions, de son fonctionnement institutionnel. Ce n'est pas seulement ce génocide fondateur, la guerre de sécession. La manière dont celle-ci s'est terminée et les modalités de son déclenchement ont été réglées par un accord historique entre les forces qui s'affrontaient pour qu'on ait le pays qu'on a aujourd'hui au niveau de sa constitution et de sa configuration économique. Dans quelle mesure cette guerre n'a pas contribué à bâtir, n'a pas contribué à, moi je vais appeler ça, elle a contribué à définir la personnalité institutionnelle des États-Unis. Je le dis parce que quand on regarde les évolutions de ce pays,
une deuxième guerre de sécession est-elle à exclure? Toutefois, là, ce ne serait pas le débat sur l'abolition de l'esclavage, mais ça sera la coupure entre les tenants du nouveau capitalisme américain et les tenants de la vieille école capitaliste américaine, qui se sentent largués par un ensemble d'évolutions qui, à terme, ravivent les tensions sécessionnistes. Voilà l'exemple du Texas, ce n'est pas le seul cas. Il y a un ensemble d'États aujourd'hui aux États-Unis qui envisagent leur avenir en dehors des États-Unis d'Amérique, qui ouvertement militent pour la sécession. Et tous les jours qui passent, plus cette volonté sécessionniste s'intensifie. Quelles sont les raisons? Les raisons à la base, c'est le divorce économique. Ces États ne se retrouvent plus dans l'évolution économique du pays. Deuxièmement, ne se retrouvent plus dans les évolutions au niveau des soi-disant des valeurs aujourd'hui qui sont portées par le pays. Donc, tout ça pose la question de la démocratie américaine, de la valeur de ce que vous appelez régime démocratique. Bon, maintenant, on peut terminer par l'actualité les plus récentes. La dernière élection de 2020, Trump n'a jamais reconnu sa défaite. Et le refus de reconnaître sa défaite contraste ou bien est renforcé par les propos de Joe Biden en 2019 pendant la campagne, ou avant la campagne, ou avant. Il avait dit que lui, Obama, va organiser la plus grande fraude de l'histoire des États-Unis. Alors, c'est quand même, c'est pas tous les jours qu'un président refuse de jouer le jeu de la passation de service, de la passation de fonctions. Alors, donc, on a vu les scènes sur le Capitole. Voilà. Le niveau de fracture politico-sociale aujourd'hui qui structure l'Amérique en deux camps, si on prend pour référence la dernière campagne électorale, avec d'un côté les trumpistes, parlons comme ça, et de l'autre côté les démocrates bidenistes, même s'il n'est plus le candidat aujourd'hui, jusqu'à quel niveau cette fracture rend compte de la démocratie? Ou est-ce que cette fracture est l'expression du caractère non démocratique de la société américaine? Mais les États-Unis n'échapperont plus à ces questions-là. Il suffira plus de brandir l'étiquette de pays démocratique, gardien de la démocratie mondiale, etc., pour échapper à ces questions fondamentales que je viens de mettre sur la table. Donc voilà ce que je peux dire à un premier niveau par rapport à votre question. Vous avez dit que aux États-Unis, pour être président, il faut être porté par des forces secrètes. Et que les lobbying dirigent le vote. Je vous paraphrase. Que les lobbying dirigent le vote aux États-Unis. Ils ont l'habitude de classer par leurs institutions et par leurs organes les pays les plus corrompus, alors qu'ils sont peut-être le premier pays sur la liste. Ceci nous amène à nous interroger. Comment comprendre que les États-Unis qui se réclament être une puissance, une superpuissance, puissent avoir à leur tête un dirigeant qui est sénile et qui a pu tenir pendant 4 ans à leur tête? Comment comprendre ça? Comment comprendre cette incohérence-là? Mais c'est la question, mais je ne sais pas si c'est à moi que poser la question. Il fallait poser la question aux Américains et tous ceux qui vantent ce modèle-là. Comment un pays aussi qui a une telle vitalité économique, soi-disant, qui a une telle vitalité politique, justement, a pu être dirigé pendant 4 ans par un sénile. Vous savez, nous avons l'habitude d'être avant-gardistes sur beaucoup de sujets. Dès la prétendue élection de Joe Biden, nous avons dit que pour nous, il n'a jamais été élu. Mais nous avons dit qu'il était sénile. Alors vous connaissez, vous rappelez de tout ce que ça nous a coûté, des railleries ici. Il y en a qui nous ont dit de nous occuper du président camerounais qui lui était un vieillard, qu'on ne parle jamais du président camerounais qui était vieillard, etc. Les trolls habituels que les impérialistes
nous oppose. C'est pas, on fait leur travail. Mais le débat est clos aujourd'hui, puisque c'est le Parti démocrate qui est venu nous dire qu'effectivement, il est sénile. Mais ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de notre faute. Si nous disons des vérités 10 ans, 15 ans avant, et pourquoi après les gens viennent accepter? Maintenant, c'est le Parti démocrate qui nous a dit qu'il est sénile, donc le débat est clos. Il n'est pas clos dans un autre sens, parce que ça pose un problème sérieux. Comment a-t-on mis à la tête d'un pays, depuis 4 ans, quelqu'un qui n'avait pas les facultés pour diriger le pays? C'est ça le problème. La réponse est que ce n'est que possible dans un pays qui n'est pas une démocratie. Et que les peuples sont considérés comme des moutons de Panurge. Puisque on les méprise tellement que on met un sénile à la tête de l'État. Le monde entier voit qu'il est sénile, mais les médias américains et le système disent aux Américains, non, il n'est pas sénile. Et la plupart des Américains ont cru. Donc, les assimiler à des moutons, ce n'est pas une insulte. Hein. Oui, ce n'est pas une insulte. Parce que une démocratie, si on se réfère à Tocqueville, suppose la vitalité des mouvements associatifs de ce qu'ils appellent société civile, qui sont censés être les vigiles, les gardiens de la démocratie. Donc, vous pensez, chaque matin, société civile, mais la société civile, sa première fonction, je dis bien, je me réfère à Tocqueville, c'est de s'assurer que le mandat qu'on a donné à quelqu'un est réel dans le sens où il exécute le mandat qu'on lui a donné et que les électeurs sont censés exercer un contrôle pendant ou bien avant le vote. C'est-à-dire entre deux votes, le citoyen doit rester citoyen, c'est-à-dire contrôler le mandat qu'il a donné à son président. Comment donc les citoyens américains n'ont pas été en mesure de constater, dans le cadre de leur société civile et de leur associationnisme qui a tant plu à Tocqueville, comment ils n'ont pas été en mesure de constater que leur président était doublement sénile? Parce qu'il n'était pas seulement sénile, doublement sénile. Comment ils n'ont pas pu se rendre compte? Alors, c'est quoi une démocratie qui n'est plus vécue de l'intérieur par les citoyens? Madame Charlotte Djengele. C'est quoi une démocratie? Quoi qu'on dise, c'est-à-dire qu'on peut écrire tous les théories du monde pour vanter une démocratie. On peut écrire dans le livre que non, vraiment, puisque les universitaires, quand ils sont enfermés dans leurs livres, peuvent inventer le monde qui n'existe pas. C'est-à-dire, ça, on appelle ça, la spéculation théorique n'a pas de limite. Donc, le meilleur du monde est possible dans les livres. Donc, on peut vous raconter tout ce qu'on veut sur la réalité démocratique américaine, mais la seule preuve concrète, c'est que cette réalité soit vécue concrètement par les citoyens. Mais comment peut-on expliquer qu'une démocratie vivante, les populations qui sont censées l'animer et lui donner vie, n'ont pas été à mesure de constater que leur président était doublement sénile? Il faut croire que c'était un cimetière. Ou bien ils sont des robots animés. Nous refusons de le croire. Les peuples américains, ils ne sont pas des robots animés. Ils sont sous une dictature. Dictature démocratico-électorale. C'est ça la réalité du système américain. C'est une dictature démocratico-électorale. C'est-à-dire qui met en avant les oripeaux de la démocratie, le vote des électeurs, les prétendues libertés sacrées. Un de leurs présidents parlait de 4 libertés fondamentales. Donc tout ça. Mais je vous ai dit que tout ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien si la puissance des lobbies, la puissance de l'argent, etc., annule ça de fait, de facto. Et voilà la preuve, c'est qu'il y a un contrôle extraordinaire qui est exercé sur le peuple américain au point où ils ne peuvent pas voir ce que tout le monde voit dans le monde, à savoir que le président n'était pas en capacité de gérer le pays. Et c'est la fin, c'est l'argument de fin. C'est l'argument qui clôt le débat. L'Amérique n'est pas une démocratie.
elle ne reviendra pas à la faveur de la supposée élection de la top modèle qui est là maintenant. Elle porte les pantalons, elle met les talons, etc. Elle sourit à tout vent, etc. Elle montre sa beauté artificielle, etc. Mais c'est une nullité parce que elle a été vice-présidente d'un sénile. Elle n'a pas dit ça aux Américains. Donc, Kamala Harris, c'est une menteuse. Et si l'Amérique est une démocratie, mais ça suffit à la disqualifier. Continuons dans la factualité de nos arguments pour démontrer qu'on n'a pas affaire à une démocratie. Je viens de démontrer que Kamala Harris, dans un pays sérieux, sa tête là devait disparaître aussitôt avec celle de Joe Biden. Parce qu'elle a menti aux Américains sur le fait que le président du pays était en mesure de gérer le pays. Elle a menti en étant sa vice-présidente silencieuse durant pratiquement tout le mandat. Elle n'est pas crédible. C'est une mafieuse, c'est une menteuse. On ne remplace pas une telle décrépitude morale par les pantalons et les talons et les sourires. Je pense que la démocratie, ce n'est pas un défilé de mode. Ce n'est pas un concours de beauté. Ce n'est pas un concours de sourire. Mais je reviendrai encore une fois de plus pour démontrer que ce n'est plus un pays démocratique parce que si le système médiatique peut blanchir le crime, ben écoutez, moi je préfère la Corée du Nord. Oui, ben c'est quand même extraordinaire que le système médiatique blanchisse un crime comme ça. Et c'est pas un crime. On n'a pas juré. Madame Dengele, on n'a pas juré. C'est-à-dire que c'est pas juré. On a menti aux Américains. C'est grave. Et les fondations tant vantées, puritanistes, c'est-à-dire où on n'aime pas le mensonge, avec les Quakers. C'était que cela. Vous savez, le grand récit pour enfants que le Mayflowers qui transportait les pèlerins pères fondateurs, tellement frustres, sérieux, sobres et croyants en Jésus-Christ, vont débarquer là-bas pour fonder la nation manifeste, la destinée manifeste, basée sur la morale, le puritanisme américain. Mais tout ça est passé où? Ça a dépéri. Ben, si ça a dépéri avec l'enfant, c'est-à-dire la démocratie américaine. Pour être plus factuel encore, pour revenir à votre question, parce que je n'ai pas abandonné votre question. D'abord, Joe Biden a été plébiscité lors de la primaire. Madame Kamala Harris était là. Mais c'est grave. Vraiment, on peut se poser les vraies questions s'il y a encore un peuple aux États-Unis. Ce sont les histoires de démocratie qui sont venues. Le peuple souverain, le démos, le peuple souverain. Je ne sais pas quel est l'endroit où on réunit le peuple pour voir qu'il est souverain, mais ils nous ont dit le démos, et tout ça s'est imposé à nous tous. Nous sommes dans tout ça. Mais j'espère encore qu'il y a un peuple aux États-Unis, parce que lors des primaires qui ont consacré Biden candidat, et que ça devait être officialisé effectivement par la Convention, mais Kamala Harris était là. Mais Joe Biden a battu tout le monde. Il n'a même pas eu de rival. Est-ce qu'il a même eu un rival? Réellement parlant. Il a battu tout le monde, pratiquement. Mais, et c'est encore plus grave, tous ceux qui ont demandé l'homme menacé, parce qu'il a été menacé, il a été forcé, avait dit que je me retire pour sauver, pour l'intérêt du pays, je dis comme candidat, il a été forcé par les capos di tutti, comme disaient les Italiens, les chefs de la mafia, le criminel Obama, la criminelle Nancy Pelosi et toute la camarilla que tout le monde connaît, qui étaient tous là, présents pendant les primaires et qui ont plébiscité Joe Biden. Voilà un autre crime contre la démocratie, qui démontre qu'on n'est pas dans une démocratie. Mais il n'y a plus que ça. C'est parce que l'assassinat programmé de Trump a échoué que les chefs de la mafia, c'est-à-dire Obama
Hillary Clinton, les Clinton, Nancy Pelosi, etc., sont sortis de leur chambre mafieuse pour venir exiger, imposer à Joe Biden de désister. La preuve, il a refusé de le faire dans un premier temps. Le monde entier a vu Joe Biden résister. Résister. Il a fallu qu'on lui... Bon, certainement, c'est moi qui le dis, hein, qu'on lui fabrique un Covid. Hein, on a dit un matin que non, là, il a encore été atteint du Covid. Et après ça, il a dit qu'il se retirait. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que manifestement, M. Obama, Mme Nancy Pelosi, les Clinton, etc., attendaient la mort de Trump. Parce que je vous rappelle que si l'assassinat n'avait pas raté, Joe Biden, probablement, serait resté candidat. Ouais, même dans les pays du tiers-monde qu'on appelle, même en Corée du Nord, moi je ne sais pas, même dans le Myanmar, c'est le Myanmar, en Birmanie, mais on ne fait pas les choses comme ça. Je dis en Birmanie, en Corée du Nord, qui nous sont présentés comme les États les plus obscurantistes de la planète, etc., on ne fait pas des choses comme ça. Une démocratie fait ce genre de choses. Une démocratie fait ça, à mon vision. Les démocrates mondiaux sont derrière, toujours en train de croire, mais ils sont possédés, c'est une possession, ils sont sous hypnose. Mais ça, c'est-à-dire que, mais c'est une criminocratie. C'est-à-dire, comment peut-on appeler un pays démocratie? C'est une honte. C'est une honte de voir ce genre de choses. Les faits sont tellement flagrants. Flagrants. Mais qui a dirigé les États-Unis depuis 4 ans? Qui l'a dirigé? Qui l'a dirigé? Mais c'est pas Kamala Harris, puisque elle est tellement nulle que bon, on a demandé de se taire. Oui, maintenant, elle défile tous les jours, elle transforme la campagne en défilé de mode parce que bon, on l'a tellement coaché. C'est comme si on l'a injecté, mais après l'élection, elle va se vider, hein, elle va retrouver sa vraie nature. Parce que tout ça, on voit que c'est quasi, on répète, elle a bûché, récite, bon, tout ça se voit là. Elle était où pendant 4 ans? Qu'est-ce qu'elle faisait derrière un sénile? Pourquoi? Son silence, c'était quoi? Mais pour comprendre ça, remonter à la dernière campagne qui a sanctionné le dernier vote là. Mais comment Kamala est devenu vice-président? Mais c'est un chèque de 50 millions de dollars donné par un autre mafieux, Soros, mais qui l'a placé là. Et voilà encore les curiosités d'une démocratie. C'est-à-dire qu'on achète les potes comme une marchandise dans un marché, mais le poste est là. Qui donne plus? Tu donnes l'argent, allez, tu places la personne au sommet de l'État, tu le places là. Terminé. Mais tout à l'heure, on reviendra comment ça fonctionne tout ça, la structure réelle. Donc, vous voyez très bien que l'Amérique et son peuple ont reçu des coups de poignard antidémocratiques qui se sont succédés en un temps record. Je pense que s'il n'y a pas de réaction du peuple américain, parce que peut-être il est à mort, sous le coup de poignard, on a vidé son sang. Bon, c'est une loi qui est devant nous. Je décris, hein, ce n'est pas mon souhait. Je ne souhaite pas ça. J'ai du respect pour les Américains, mais avant de donner les leçons aux gens, on doit balayer devant sa porte. C'est tout sauf une démocratie. C'est une criminocratie démocratico-électorale. Ça, c'est possible, hein, dans la théorie politique. On peut bien qualifier une typologie d'un tel système correspondrait à cette étiquette que je viens de définir, à savoir une criminocratie, mais qui a des oripeaux démocratico-électorales. Voilà. Monsieur le Président, vous avez développé une analyse profonde sur le système électoral et politique américain. Et vous avez soulevé une question qui a suscité notre attention, la question de la fraude électorale. Nous savons que l'élection présidentielle de 2020, le candidat Donald Trump, qui était le président sortant, jusqu'à preuve de contraire, n'a pas fait de passation de service. Il n'a pas reconnu sa défaite. La deuxième des choses, vous avez rappelé que M. Joe Biden, avant l'élection, avait rappelé qu'un système de fraude serait mis en place. Une autre évidence,
c'est que manifestement, en dépit des dénonciations du candidat Trump, la justice américaine a adoubé cette prétendue victoire de M. Biden. Et le 6 janvier 2021, s'en est suivi des casses des partisans de Donald Trump au niveau du Congrès. Tout ce système démocratique que vous avez critiqué, c'est-à-dire démocratique à l'intérieur, mais en réalité qui est une dictature, nous sert la fraude électorale en mondovision et dénoncée par des élites de plus haut niveau. Comment comprendre cela, Monsieur le Président? Mais tout ce que je viens de dire explique ça. D'abord, vous savez, comme ils ont le génie dans le crime est très développé dans l'establishment américain. Vous savez, la diplomatie chinoise a produit un document officiel qui, comptabilisant les morts causés par l'impérialisme américain, chiffrait cela à plus de 50 millions de morts. Coup d'État, guerre civile organisée, tout ça, depuis plus de... Donc, un État qui est aussi criminel, qui a versé tant de sang, et qui n'a jamais été l'objet d'une condamnation internationale, qui n'a jamais été l'objet d'une réprobation internationale, qui a continué à se qualifier de démocratique, de se présenter comme le leader du monde libre, de diviser le monde en autoritarisme et en démocratie, etc. Un tel État est le crime qui se perfectionne et enchaîne les crimes au point de devenir le crime suprême. Mais le grand crime, c'est que ce crime-là peut se présenter au monde comme étant le bien suprême. Et se présente comme un modèle à suivre. Donc, je reviens à des questions fondamentales. Ils ont développé ce qu'on appelle des contre-arguments, des contre-feux. Un des contre-feux, c'est diffuser la thèse du complotisme pour anticiper sur ces critiques-là. Donc, aujourd'hui, vous êtes un complotiste, vous osez dire que Biden n'a pas gagné l'élection. Si vous osez mettre sur la table la nature de la justice, de la prétendue justice américaine très indépendante, qui refuse d'analyser les preuves qui sont mises sur la table et qu'on balaie d'un doigt de la main. Et du coup, alors que les défauts du système de vote par correspondance sont largement supérieurs à cet avantage, au point où d'autres pays occidentaux refusent, qualifient ce système de vote-là de non démocratique. C'est-à-dire que dans tous les pays occidentaux, on connaît que le vote par correspondance, ses avantages sont très inférieurs à ses désavantages et qui ne permettent pas l'expression de la vérité démocratique, l'expression de la vérité du suffrage. Mais subitement, aux États-Unis, les avantages du vote par correspondance prennent largement le dessus sur ses défauts. Ça, il n'y a que le système occidental qui peut faire ce genre de choses. Donc, tout ce qui était lié à ça, n'est-ce pas, on a classé toutes les dénonciations de ce mode d'élection, etc. Toutes les preuves qui ont été accumulées ont été rejetées. Et la propagande médiatique mondiale pro-occidentale s'est levée et a commencé à stigmatiser tout un récit objectif a été fabriqué et imposé au niveau des consciences et des médias pour dire que non, Trump prétend qu'il a gagné l'élection, il n'a jamais pu apporter la preuve et qu'il était mauvais perdant. D'ailleurs, on a même dit que c'est ce qui a organisé ce qui s'est passé au Capitole. Juste à ce que il n'y a pas de preuves, la justice a constaté qu'il n'y a pas de preuves et qu'ils ne pouvaient pas jouer leur cinéma. Donc, laissons cet argument-là. Je vais laisser ça de côté pour ne pas. Je ne veux pas qu'on nous fasse un procès de complot. Pas que j'ai peur d'être appelé complotiste. Moi, je suis un complotiste qui s'assume et qui est très content. Hein. Moi, ça ne me gêne pas. Mais nous avons. Je prendrais ça par un autre angle. Ceux qui ergotent sur le prétendu caractère démocratique de l'élection américaine me font rire.
comment un système truqué peut-il produire des élections démocratiques? L'Amérique, c'est un État d'abord truqué. C'est une nation née sur le trucage. J'ai convoqué ici les fondations historiques des États-Unis. J'ai convoqué le génocide amérindien. J'ai convoqué la guerre de sécession. Je peux convoquer ici un phénomène majeur, un caractère majeur de l'État américain, à savoir que les forces économiques précises commandent la politique. C'est-à-dire que les politiciens américains sont des garçons de course, de puissance économique, pas, qui agissent dans l'ombre. Bon, c'est même pas caché. Elles ne sont même pas dans l'ombre, ces puissances, elles ne sont pas dans l'ombre. Wall Street n'est pas dans l'ombre. La Federal Reserve, ce n'est pas dans l'ombre. On sait bien que c'est une société privée qui a pour actionnaire deux familles, Rothschild, Rockefeller, et quelques larbins qu'ils ont placés là, ben, ceux qui définissent la politique monétaire des États-Unis. Donc, je ne parle pas du ce qu'on appelle le dollar, qui est une monnaie mafieuse de haut niveau. Donc, vous avez un pays truqué par son histoire, par son organisation. C'est un pays truqué. Comment un pays truqué peut avoir des élections transparentes? Approfondissons le raisonnement. On qualifie pays démocratique un pays où le peuple est souverain et qui exprime sa souveraineté dans le cadre, entre autres, d'élections transparentes lui permettant de désigner des dirigeants qui sont censés appliquer la volonté populaire, traduire les désirata du peuple, de la population, exprimés à travers le suffrage dans des politiques publiques qui répondent à ces besoins-là. OK. Comment peut-on expliquer le fait que le peuple élit des présidents, ils sont assassinés par des lobbies obscurs et les procès ne vont jamais au bout. Jusqu'à là où nous vous parle, le procès Kennedy est encore un secret défense aux États-Unis. C'est-à-dire les soubresauts liés à ce procès. Parce qu'on a fabriqué, on a ramassé n'importe quoi, on a dit, mais on sait que c'est n'importe quoi. C'est encore secret défense. On attend que beaucoup de personnes doivent mourir pour qu'on lève le secret défense. Vous assassinez un président élu, vous avez assassiné la démocratie. Vous avez assassiné tout le processus qui a apporté à son élection. Vous avez assassiné le peuple. Le peuple américain est dans l'incapacité de demander les comptes sur la mort, l'assassinat de ses présidents qui ont été élus. Bon, il y a quelle preuve de trucage que ça? Ça veut dire que les élections ne servent plus à rien dans ce pays parce que tout président, tout politicien sait qu'il y a les lignes rouges à ne pas franchir parce que personne ne me protégera, même pas le peuple. Dans ce cas, ben, allez s'aligner le jour du vote pour faire le théâtre là. Bon, pour rester poli, ce n'est qu'un rituel. Hein. C'est un rituel où celui qui prétend voter est l'agneau du sacrifice et il s'ignore comme tel. Je vote, donc je suis un agneau sacrificiel. Voilà. Voilà. Mais je vais voter. Donc, vous voyez, nous démontrons ça de manière logique et de manière politologique. Nous démontrons que, à tout point de vue, vous n'avez pas affaire à une démocratie. Je répète, vous avez affaire à une criminocratie qui assassine les présidents, hein, démocratiquement élus, et la justice aux ordres parce que ces procès ne sont jamais allés au bout. Je vous dis, vous avez au moins 4 ou 5 présidents américains assassinés par la même mafia qui tient les États-Unis. Allez vérifier, chacun peut vérifier. Hein, les présidents, c'est pas Kennedy n'est pas le seul président qu'on a assassiné. Et d'ailleurs même, on sait aujourd'hui que même la famille Kennedy de par leur papa appartenait au milieu. Pour utiliser le mot, appartenait au milieu. Le fils a été visité certainement par les dieux. Il a dit, moi, je renie les amours de papa, les amours de la famille. Moi, je n'accepte pas ça. Ces discours sont là, Kennedy. Ces discours sont là. Et d'ailleurs, on peut continuer.
la tragédie qui frappe une famille de destinée, les Kennedy aux États-Unis. Mais il ne doit pas être classé ne doit pas être classé sous la modalité d'une malédiction quasi religieuse. Est-ce qu'on peut expliquer rationnellement pourquoi cette famille est traquée? Pourquoi cette famille a vécu des drames et qu'à chaque fois, les drames qui ont frappé la famille étaient liés à la politique américaine? Attendez, de quoi est-ce qu'on parle? Je pense que on marche là, les pieds en l'air, tête en bas. Hein. Mais c'est trop visible. L'Amérique ne peut pas être une démocratie. C'est incroyable. Tous les présidents savent qu'il y a les lignes où on n'est pas franchir. Maintenant, je veux parler de manière plus politologique. Raffinons notre langage. Puisque, faisons le jeu de ces théoriciens-là. OK. On vous dit démocratie, pouvoir contre pouvoir, équilibre des pouvoirs. Ça, c'est la description classique qu'on servait aux petits étudiants qui rêvaient de finir les études et d'aller gagner leur vie. Ah, pouvoir, équilibre des pouvoirs. Rapidement, faisons une sociologie rapide de la société américaine. Il y a des pouvoirs institutionnels et des pouvoirs factuels qui sont là, de fait. Voir si c'est un pouvoir. On peut nier ça? Bon. Le complexe militaro-industriel, c'est un pouvoir. On peut nier ça? Les banques sont un pouvoir. Le complexe médiatique, les présidents Kennedy l'ont dénoncé, même Nixon l'a dénoncé, etc. Le complexe médiatique aux États-Unis. Tous ces pouvoirs sont contrôlés par qui? Qui contrôle Wall Street? Puisqu'on est dans une démocratie. Wall Street devait être soumis à la volonté populaire. Alors, on a dit oui, aucun problème me dit. Les lois antitrust, je parle de Wall Street d'abord. Combien d'Américains sont au fait de la réalité que le fait que la Federal Reserve soit une société privée a un grand impact sur l'avenir du pays. Détermine l'avenir du pays plus que 1 milliard de votes qu'il ferait aux États-Unis. Comme les Américains savent que la nature de la Federal Reserve et sa composition actionnariale est supérieure au suffrage universel. Commande le suffrage universel. Combien d'Américains le savent? Combien d'Américains savent que leur service secret, la CIA, en particulier, alors que l'esprit des institutions, l'esprit de la Constitution et l'esprit même des institutions américaines, le principe est que un service secret américain ne doit pas aller faire des opérations à l'extérieur. Mais combien d'Américains sont au fait des crimes répétés et successifs de la CIA à l'étranger, pour le compte soi-disant des États-Unis? Ouais, moi, ne revenons pas sur ce qui s'est passé par la guerre froide. On va dire tout ça a été justifié par la guerre froide. Je ne peux pas parler d'Edgar Hoover. Donc, vous voyez comment il y a le pouvoir d'un président aux États-Unis, les pouvoirs institutionnels, sont confrontés à la puissance des pouvoirs réels, le pouvoir réel, le pouvoir des puissances économiques, des cartels. Les cartels, je reprends le mot de Lénine, les cartels économiques sont très puissants aux États-Unis. Leur puissance, c'est un fait, j'allais dire, leur puissance est de facto, mais il y a longtemps qu'elle est devenue de jure, en corrompant toutes les institutions. C'est ça les assassinats des présidents, pour ne parler que de ça. Pour laisser de côté la marchandisation de la vie politique, la marchandisation du système électoral. Laissons ça de côté pour vous démontrer que la puissance de ces pouvoirs, la puissance du complexe militaro-industriel, de quoi est-ce qu'on parle? Le débat sur la possession d'armes aux États-Unis, ou pas, est assez suffisant, est instructif pour tout le monde.
Vous voyez, voilà un lobby organisé et sa puissance dans le financement des campagnes électorales. Vous démontrez que comment l'argent est puissant dans le jeu politique américain. Là maintenant, c'est le lobby, la puissance d'une famille comme Rockefeller dans l'éducation, par exemple, et dans la santé aux États-Unis. Comment est-ce que ça, comment peut-on qualifier ça de démocratique? Mais c'est tout ça qui a conduit aujourd'hui à la fabrication de pandémies sur commande pour enrichir notre lobby, le lobby pharmaceutique, avec les laboratoires, etc. Combien d'Américains sont au fait des crimes américains en Ukraine? C'est ce que l'Amérique a fait en Ukraine. Avant même cette guerre aujourd'hui, cette guerre qui oppose l'OTAN contre la Russie, et on a mis en avant l'Ukraine. Combien d'Américains sont au fait de ce que l'État américain faisait en Ukraine, a fait en Ukraine? M. Joe Biden désignait les procureurs en Ukraine, les magistrats en chef procureurs, ceux qui décidaient. Joe Biden est nommé en direct. Pourquoi? Pourquoi ne le juge pas son fils, par exemple? Et ce n'est pas le seul cas. Euh, qui peut évaluer le niveau de corruption de l'État américain dans les rapports entre l'Arabie Saoudite et, par exemple, le Congrès américain et les présidents américains? Pour évaluer ça, qui peut évaluer ça, le niveau de corruption qu'il y avait à ce niveau-là? Bon, donc, d'ailleurs, je laisse de côté les attentats, ce qu'on appelait quoi? Le drame national du 11 septembre. Des thèses s'affrontent. Restons pour rester vraiment le peuple pour se disant, des thèses s'affrontent. Et parmi les thèses, de plus en plus boostées par les arguments, la thèse que l'État américain a tué les Américains pour justifier ce qui va se suivre par la suite. L'envahissement de l'Afghanistan et de l'Irak. Comment est-ce qu'on analyse et fait une adéquation entre le départ, tel qu'on l'a vécu, des troupes américaines d'Afghanistan et la santé démocratique du pays? Donc, vous voyez que comment un président fait? On dit un pouvoir élu pour 4 ans. Ok, d'accord. Si sa politique doit déterminer le sort du pays, par-delà les subtilités et la réalité du fédéralisme américain, si le président est censé impacter la vie de toute la nation, mais comment va-t-il mettre en œuvre une politique sans rapporter celle-ci aux intérêts de tout le pouvoir que je viens de vous citer, le pouvoir médiatique, le pouvoir financier, les marchés, le pouvoir bancaire, le pouvoir industriel, militaro-industriel, pharmaceutique, etc. Toutes ces puissances-là rendent compte à qui? Je ne reviendrai pas sur les crimes économiques. Les différentes bulles qui ont explosé aux États-Unis, la dernière c'est les subprimes, mais avant ça il y a eu beaucoup de bulles. Il y a eu l'explosion de la bulle à l'époque, de l'explosion de bulles liées à Internet, etc. Plusieurs bulles économiques, spéculatives qui ont explosé. Trouve-t-on normal que des multinationales montent des bulles, s'enrichissent et que le passif de ces bulles-là soit simplement fourgué aux populations du pays? Comment une démocratie analyse ça? Ça veut dire quoi sur le plan démocratique? Est-ce qu'une démocratie peut tolérer des choses comme ça? Vous voyez que la démocratie, il y a longtemps, est morte dans ce pays-là. Ce sont les naïfs qui croient encore aux agiteurs. Comment on appelle ça? J'ai oublié le mot. Brandir les étendards. On brandit l'étendard démocratique et ça suffit pour
se prévaloir d'une autorité démocratique et parler foi à d'autres et menacer d'autres nations qu'on a auparavant désignées comme étant des autocraties. Donc, une fois de plus, l'Amérique, ce n'est pas une démocratie. L'Amérique, ce n'est pas une démocratie, Monsieur le Président. À l'horizon arrivent des élections, c'est-à-dire le 5 novembre, les États-Unis auront un nouveau président. Mais quand on regarde l'actualité américaine, on se rend compte qu'un candidat est pratiquement persécuté par tout un système, notamment le candidat Trump. Pourquoi fait-il peur tant à la mafia et à l'État profond américain? Bon, d'abord, il faut comprendre les différentes acceptions du mot État profond. Il y a l'État profond qui est un prototype rationnel de sociologie politique, pas seulement aux États-Unis. Il y a toute une théorie de l'État profond qui a été développée par des théoriciens. Et il y a l'État profond, dit-on, version complotiste. L'État profond, version normale, c'est qu'un État, par-delà les régimes politiques, a un ensemble d'institutions indispensables qui fonctionnent et transcendent les régimes. Donc, non. Ces éléments de l'État, ces institutions de l'État profondes parce que elles sont la réalité de la permanence de l'appareil étatique, par-delà les régimes qui se succèdent. Donc, vous avez les forces de sécurité, par exemple, un ensemble d'institutions comme ça, d'appareils organiques d'un État qui subsistent toujours à des régimes politiques et sont la preuve réelle que l'État va au-delà des régimes. Et vous avez maintenant une autre version qu'on a présentée comme étant complotiste, qui va plus loin que ça et qui estime que des forces socio-économiques, dans le secret, dirigent les États à partir d'une manipulation, des manipulations, des manipulations structurées autour d'un type d'appartenance à des sociétés secrètes, à des réseaux qui n'ont rien à foutre du suffrage universel et de la volonté du peuple, etc. Et donc, à partir de ces structures-là, l'État, en réalité, ne serait que la façade des manœuvres de ces groupes d'élites, et de ces forces socio-économiques invisibles qui ont domestiqué l'État. Il y a ces deux acceptions de l'État profond. Il faut toujours avoir en tête quand on aborde ce sujet. Mais une fois que j'ai dit ça, d'abord, la violence politique est un caractère de la soi-disant démocratie américaine. J'ai parlé des assassinats des présidents, j'ai parlé du racisme et la question des Noirs, qui s'est traduit par les pogroms, etc., des persécutions extraordinaires que des Noirs ont subies dans ce pays-là et continuent d'ailleurs de subir. La manière dont certains États américains se sont constitués historiquement. J'ai parlé du génocide, vous voyez l'histoire de New York, etc. La violence, c'est un caractère de l'État américain. Ça se traduit aujourd'hui par son militarisme extrêmement agressif, mais qui participe même, quelqu'un l'a dit, il y a même une théorie du keynésianisme militaire. C'est-à-dire le militarisme américain fait partie d'une géoéconomie indispensable à l'équilibre du pays. Donc, ce qui veut dire que sans guerre, l'Amérique n'existe pas. Et la CIA est l'un des bras séculiers de ce complexe-là. Donc, la violence est au cœur, est le caractère des États-Unis. Et l'assassinat des dirigeants qui serait une menace est aussi caractéristique des États-Unis.
j'ai convoqué ici un ensemble de présidents qui ont été assassinés. Donc, les risques qui pèsent sur la vie de Donald Trump ne sont que l'expression de la panique, comment on dit ça, des classes dominantes et des forces socio-économiques qui tiennent les États-Unis et qui n'ont pas intérêt à ce que ce pays devienne réellement souverain, dans le sens où il s'émanciperait de ces forces-là. Donc c'est ça, cette panique-là. Et ces forces-là sont prêtes à tout. Tout à l'heure, je vous expliquer la séquence. La séquence où Biden subit les pressions visant à l'amener à désister lorsque l'assassinat programmé de Trump échoue. Et on a vu ce qui s'est passé avec la patronne du FBI avant qu'elle démissionne. Les circonstances de la première tentative de l'assassinat de Trump sont scandaleuses. Ce n'est pas simplement... on nous dit que défaillance des services, mais c'est-à-dire que quand vous regardez ça de près, mais quelle défaillance! Quelle défaillance! Pas jusqu'à ce niveau. Donc, il y a cette panique-là, il y a une grande panique, très grande panique des mondialistes américains, et tout ce que cela suppose, sont très paniqués à l'idée d'un retour de Donald Trump, parce que d'ailleurs, ce monsieur aurait déjà une grande expérience des affaires, ayant dirigé 4 ans, etc. Il est plus organisé et mieux affermi aujourd'hui pour réaliser ses objectifs politiques. Donc c'est une panique réelle. Et l'Amérique a souvent réglé ses contradictions politiques par le meurtre et l'assassinat. On n'est pas dans quelque chose de nouveau. Président Madakani, Je vous en prie. il nous semble nécessaire de rappeler une fois de plus dans le thème de ce débat que la candidate Kamala Harris a été pendant 4 ans la vice-présidente auprès de Joe Biden, et de voir que le Parti démocrate investit sur elle pour le prochain mandat présidentiel nous permet de nous arrêter et de visualiser quelquefois sa vie et sa personne. Ce qui nous amène à remarquer qu'elle est d'origine indienne et jamaïcaine. Et de là, un phénomène nous revient, celui de l'ancien président Obama. Et une question nous vient à l'esprit, celle de remarquer, parce qu'il semble, si on remarque le bilan calamiteux que le président Joe Biden a enregistré, ce qui fait d'elle directement une des responsables de ce bilan-là, de remarquer que le Parti démocrate investit sur elle pour qu'elle soit la tête du prochain mandat présidentiel, nous amène à nous interroger et de nous demander est-ce que l'État profond américain ne veut pas plutôt rééditer le phénomène Obama aux États-Unis? Oui, c'est une très belle question. La manipulation des minorités raciales et toute la charge émotionnelle et historique qui va avec participe d'une vieille stratégie des mondialistes. Donc, en même temps qu'elle ne croit pas à la race, en même temps qu'il ne croit pas à la race, et méprise tout ce qui va avec les racines culturelles des peuples et les anthropologies des peuples, mais elle n'hésite pas à manipuler ce genre de questions. Ça a été fait avec le mouvement Black Lives Matter. Et on a vu un criminel comme Joe Biden faire semblant d'oublier tout son passé raciste et découvrir subitement que vraiment les Noirs méritaient une certaine compassion. Donc là, on voit très bien que aux États-Unis, il y a un axe de déplacement des minorités qui a tendance à vouloir contrebalancer, par exemple, le vote organisé, supposé organisé des Noirs, par le vote, par exemple, des Latinos. Il y a cette tendance-là à jouer sur ce
essayer de déplacer cet axe-là, qui est un axe ethno-racial, mais qu'on va déplacer pour contrebalancer, par exemple, le fait que les démocrates ont perdu une bonne partie de la loyauté des Noirs aux États-Unis à cause de leurs différents bilans successifs. Donc, c'est un fait. On voit bien que non seulement on veut jouer sur ce fait-là, mais on va aussi jouer sur le côté féminin. Ouais, la première femme à devenir présidente des États-Unis, etc. Donc, c'est un jeu clair, c'est un jeu politique qui est savamment orchestré dans le but de fausser la sincérité des débats et de fausser le jeu politique. Donc, je suis d'accord avec vous qu'en évoquant ce thème-là, vous soulevez un sujet majeur. Il va sans dire que l'élection américaine déterminera la suite des événements dans le monde. Nous voulons parler du cas du Cameroun également, si on s'en tient au calendrier électoral qui tiendra son élection présidentielle en 2025. Et nos souvenirs font état de ce que, en 2018, les USA se sont clairement